Oui, allô? Oui, 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 j'arrive, j'arrive. Tu vois, il n'y a pas que les bactéries qui coopèrent, tout le monde baille. Bonjour, je m'appelle Christine, je travaille à la Fédération nationale d'éducation et de promotion de la santé. Mais je vais commencer en fait par vous présenter ce que c'est que l'éducation pour la santé. Alors, mettre en place une démarche éducative sur un thème de santé, ça suppose deux choses. Ça suppose développer dans son public des connaissances, des savoirs sur le sujet qu'on veut aborder, et ça suppose aussi développer des aptitudes, des compétences. Et je vous donne juste pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit, des exemples d'actions d'éducation pour la santé dans lesquelles vous pourrez vous impliquer sur des thèmes différents. Par exemple, autour des consommations de substances psychoactives, pour développer des connaissances, on va parler par exemple de la réglementation, de la législation, des effets positifs ou négatifs des substances. Sur l'alimentation, on va présenter les groupes d'aliments, l'équilibre alimentaire, l'origine des produits. Et enfin, dans le domaine de la santé-environnement, on va par exemple donner aux gens des notions de biodiversité, des circuits courts, de l'information sur les produits nocifs et tout ça. Ça, c'est des connaissances. Et en général, quand on débute en éducation pour la santé, c'est ce avec quoi on est le plus à l'aise, c'est-à-dire transmettre des connaissances qu'on a soi-même déjà intégrées, digérées, et on se dit, voilà, je vais transmettre ça, et puis ça va marcher. Sauf qu'en éducation pour la santé, ça ne suffit pas. Il faut aussi développer des aptitudes. Si par exemple, dire aux gens qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, ça suffisait, ça se saurait. Non, il faut développer aussi des aptitudes. C'est le développement de l'esprit critique avec un travail collectif sur le marketing des alcooliers, dont on sait qu'il est très impactant aussi. Dans l'alimentation, on va chercher à développer des savoir-faire. Par exemple, ça va être l'organisation d'ateliers cuisine pour montrer aux gens comment faire, ou de la créativité, on va leur demander d'élaborer une exposition. Ou en santé-environnement, on va faire des observations en sortie nature, on va faire des enquêtes sur les pratiques de recyclage, etc. Donc j'espère que là, vous voyez bien la différence entre juste transmettre des connaissances et puis mettre les gens en situation de faire des choses, donc être sûr de l'expérience. Donc voilà. Alors, il y a des préalables à l'éducation pour la santé, et ça aussi, il faut que vous appreniez à le faire, c'est recueillir les besoins et les attentes qu'ont les gens, explorer leurs connaissances, leurs représentations et leurs croyances, identifier les influences qui s'exercent sur leur comportement, et estimer leur pouvoir d'agir existant, c'est-à-dire ce qu'ils font. Et il y a 3 compétences en fait qu'on va chercher à développer en éducation pour la santé. C'est les compétences à agir, ce qu'on appelle les compétences psychosociales, et ce sont aussi les compétences citoyennes, parce que l'éducation pour la santé, elle a aussi un objectif de transformation sociale. Et c'est ce qui fait aussi de vous des acteurs sociaux en tant qu'étudiants en service sanitaire. Alors, le savoir-faire, pour rester sur mon exemple de l'alimentation, ça va être de développer des compétences à acheter les meilleurs aliments, les compétences pour les préparer, les compétences aussi pour les manger, parce qu'on sait que la façon dont on mange impacte aussi sa santé. Et on va chercher à construire des solutions personnelles pour les gens, c'est-à-dire des choses qui s'inscrivent bien dans leur mode de vie, dans leur façon à eux de s'alimenter, de cuisiner, etc. On va valoriser les ressources qu'ils ont déjà, parce qu'il faut bien savoir qu'on ne s'adresse pas à des gens qui ne savent rien faire, qui sont des récipients vides qu'on va remplir, mais ce sont des gens qui savent déjà plein de choses, qui sont très habiles déjà dans leur vie quotidienne, et donc il faut faire émerger ces ressources et s'appuyer dessus pour avancer. Et là, par exemple, redonner ou donner le goût, le plaisir de cuisiner des aliments frais, s'inscrire dans le lien social, etc.
Les compétences psychosociales que j'évoquais, ça répond à la question du savoir comment dans la relation à soi et aux autres. Et là, les compétences psychosociales, elles sont globalement au nombre de 10, donc c'est 5 couples de compétences psychosociales. C'est savoir résoudre les problèmes, savoir prendre des décisions, avoir une pensée créative, avoir une pensée critique, savoir communiquer efficacement, être habile dans les relations interpersonnelles, avoir conscience de soi et de l'empathie pour les autres, savoir gérer son stress et savoir gérer ses émotions. Et on voit bien que toutes ces compétences, en fait, elles vont impacter très fortement la santé des personnes, leur capacité à adopter des comportements favorables à leur santé, quel que soit le domaine auquel on s'intéresse, que ce soit le domaine des addictions, le domaine de l'alimentation, le domaine de la vie affective et sexuelle également. Il faut savoir faire tout ça pour pouvoir se protéger en matière de santé et protéger les autres aussi. Ça rejoint cette définition-là de l'éducation pour la santé qui vise à donner à chaque citoyen l'aptitude à participer au débat sur sa santé et sa qualité de vie et les déterminants de celle-ci, sur les mesures prises pour assurer sa santé et son bien-être, sur les politiques locales ou institutionnelles de santé et lui permettre d'être l'acteur de la démocratie en santé, et ça c'est un élément très important. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'objectif de l'éducation pour la santé n'est pas de parler au public de sa santé, parce que c'est le public qui sait le mieux, en fait, ce dont il a besoin en matière de santé et ce qu'il peut venir chercher auprès de vous. En fait, l'intérêt, c'est de donner au public la capacité à parler de sa santé, des éléments qui vont contraindre ou favoriser sa santé, des choix qu'il a à faire, des décisions qui sont à prendre, de l'autonomie et de la justice sociale. En résumé, donc, l'éducation pour la santé, c'est un accompagnement qui vise à développer des connaissances, des savoir-faire, des compétences psychosociales et l'aptitude à s'exprimer dans le débat démocratique sur la santé. Et c'est intéressant peut-être de le dire parce que vous êtes aussi des futurs professionnels de santé, c'est exactement la même chose qu'on va chercher à faire dans l'éducation thérapeutique des patients. On va chercher à développer leurs connaissances, leur savoir-faire, comme les compétences d'auto-soin par exemple, mais aussi des compétences psychosociales, savoir exprimer leurs besoins, savoir poser des questions aux professionnels, savoir amener des revendications par rapport à sa qualité de vie, etc. Et c'est aussi, et c'est essentiel, l'aptitude à s'exprimer dans le débat démocratique sur la santé. Mais, et on le sait très bien, les personnes, même les personnes les mieux informées, les plus éduquées, les plus compétentes et même les plus motivées, quelquefois n'arrivent pas à adopter des comportements favorables à la santé. Et pourquoi ça? Eh bien parce qu'il y a des facteurs en fait, qui interviennent et qui impactent leur capacité à s'inscrire dans des habitudes de vie qui soient plus favorables à leur santé. Et donc c'est comme ça en fait c'est comme ça qu'on en est arrivé finalement à évoquer ces fameux déterminants de la santé. Voilà, avec ce schéma de Dahlgren et Whitehead que vous connaissez tous, je vois que ça allume des éclairs dans vos regards. C'est absolument magnifique ce schéma, effectivement, qui décrit bien quels sont tous les déterminants de la santé. Et on voit bien sur ce schéma que finalement les déterminants sur lesquels l'éducation pour la santé va agir, qui sont au niveau, disons, du demi-cercle orange, donc vraiment très proximaux, c'est une toute petite partie, en fait, de ce qui va vraiment impacter la santé des gens, qui sont aussi les réseaux sociaux et communautaires dans lesquels ils s'inscrivent, leurs conditions de vie et de travail, et les conditions socio-économiques, culturelles et environnementales générales aussi dans lesquelles ils s'impliquent. Et c'est là qu'évidemment la dimension des politiques de santé intervient également. Donc voilà, donc j'en étais restée à l'idée que bon voilà, il suffit pas en fait d'être super bien informé, super compétent et super motivé, comme il y a plein de facteurs en fait qui agissent sur notre capacité à adopter des comportements favorables à la santé. C'est par ce biais-là qu'on en est arrivé à parler de promotion de la santé. Et c'est là que apparaît sous vos yeux ébahis la charte d'Ottawa de promotion de la santé de 1986 et ces 5 axes d'intervention sur lesquels je vais revenir, mais un peu plus rapidement, parce qu'en fait, ce sont des domaines sur lesquels vous aurez peut-être moins la possibilité d'intervenir, ou peut-être moins de temps, peut-être moins d'ouverture pour faire ça. Alors, par exemple, si on regarde la charte d'Ottawa sous cet angle-là, comment lutter contre le surpoids des enfants en agissant sur les 5 axes de la charte d'Ottawa en milieu scolaire?
Donc là, j'ai représenté les 5 axes de la Charte d'Ottawa avec une autre représentation. Et par exemple, on va retrouver, comme je le disais dans la promotion de la santé, on va retrouver l'éducation pour la santé, qui apparaît dans la promotion de la santé comme développer des aptitudes personnelles, donc tout ce que je viens d'évoquer avec vous. Et dans l'objectif qu'on se donne là de lutter contre le surpoids des enfants en milieu scolaire, on va mettre en place des actions d'éducation nutritionnelle. Et ça, normalement, vous devriez pouvoir le faire de manière assez rapidement, en fait, parce que je pense que vous êtes extrêmement motivés et vous avez très envie, en fait, de vous impliquer dans ce type de démarche très participative, très active, autour de vidéos, de débats, d'expositions, de jeux, de mise en situation, etc. Donc ça, c'est toujours l'éducation pour la santé. Mais il y a aussi les autres axes de la Charte d'Ottawa. On a par exemple promouvoir la participation. Donc si je reste dans mon exemple du surpoids des enfants en milieu scolaire, on va chercher à élaborer des menus équilibrés, mais pas de manière descendante, en associant les parents, les enfants, un ou une experte diététicienne et la restauration collective. On va essayer de mettre autour de la table tous les acteurs de l'école qui sont concernés par l'alimentation et le surpoids des enfants. Le troisième axe de la Charte d'Ottawa, c'est créer des environnements plus favorables à la santé. Et ce qui est intéressant dans la promotion de la santé, c'est que ce sont des environnements aussi bien matériels que sociaux, humains. Donc sur le plan matériel, par exemple, à l'école, vous allez pouvoir faciliter l'accès à une eau potable fraîche à tout moment de la journée. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place dans l'environnement matériel des enfants et des adultes d'ailleurs, et qui peut avoir un impact tout à fait positif. Sur le plan humain, social, vous allez pouvoir travailler, par exemple, sur l'acceptation de la différence, lutter contre la stigmatisation des enfants en surpoids, etc. Et ça va améliorer la qualité de l'environnement humain pour tout le monde. J'en arrive au quatrième axe qui est la réorientation des services de santé. Et dans un environnement comme le milieu scolaire, ça peut être soutenir la formation des personnels de santé de l'éducation nationale sur la prévention en matière de nutrition, pour qu'ils soient plus aguerris pour aborder ce type de sujet avec les enfants en milieu scolaire. Et enfin, le dernier axe, ça va être l'axe politique, donc améliorer l'environnement urbain pour faciliter l'usage du vélo des enfants, par exemple, pour aller à l'école, la mise en place de pistes cyclables. Et c'est là qu'on voit que la promotion de la santé, elle s'inscrit bien dans l'intersectorialité, c'est-à-dire la santé dans toutes les politiques. Parce que pour mettre en place une piste cyclable, ce n'est pas seulement le secteur sanitaire qui va se mobiliser, c'est aussi les collectivités territoriales, c'est les responsables de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, tout un ensemble d'autres acteurs vont s'impliquer également. Donc là, on en arrive à une représentation des 5 axes de la promotion de la santé et de la manière de les mobiliser dans un milieu comme le milieu scolaire pour atteindre des objectifs de lutte contre le surpoids des enfants, ici, mais de manière efficace. En fait, si on veut être efficace, il faut effectivement agir sur ces 5 axes. Et ce qui est intéressant, en fait, dans ce modèle de la promotion de la santé, c'est que par exemple aussi, ça correspond au modèle de l'école promotrice de santé, que je vous représente ici aussi, de l'Organisation mondiale de la santé, qui met aussi l'accent sur l'école comme un lieu de travail. Et quand on intervient en promotion de la santé dans un milieu de vie, c'est important aussi de s'intéresser aux professionnels qui y travaillent de façon à ce qu'ils ne se sentent pas exclus de la démarche qu'on met en place. Et c'est un modèle qu'on va pouvoir appliquer dans n'importe quel milieu de vie. Les 5 axes, vous allez les retrouver par exemple dans la promotion de la santé et la qualité de vie au travail en entreprise, où vous allez avoir un axe éducation pour la santé sur des thèmes prioritaires. Vous allez faire le lien avec les services de santé au travail. Vous allez vous intéresser à la participation des salariés à la vie de l'entreprise, leurs possibilités d'expression. Vous allez travailler sur l'environnement de travail des personnes, la qualité de l'air, la gestion des déchets, la qualité de l'eau, le climat social au sein de l'entreprise, la qualité des relations hiérarchiques et interpersonnelles, et puis la politique globale de l'entreprise, le fonctionnement des instances, l'organisation du travail, etc. On va pouvoir le retrouver aussi, par exemple, dans un quartier. Pour développer la promotion de la santé dans un quartier, vous allez pouvoir mettre en place, par exemple, de l'éducation pour la santé dans les structures d'éducation populaire, dans les maisons de quartier, les missions locales, etc.
mobiliser les professionnels de santé auprès des élus, par exemple, pour développer des axes de santé dans ce quartier, organiser des soirées débats sur la santé mentale pour faire participer les habitants du quartier. Et puis travailler par exemple en termes d'environnement sur les îlots de chaleur au sein du quartier, mettre en place des programmes type voisins solidaires, etc. Et par exemple soutenir la réalisation d'une évaluation d'impact sur la santé d'un projet d'urbanisme au sein du quartier. Et là on est sur l'axe plus politique. Donc voilà, j'espère vous avoir donné une vision assez à la fois large, mais rapide, mais aussi complète de la promotion de la santé et de la place de l'éducation pour la santé dans ce dispositif. Bonjour Raphaël. Bonjour Christine, comment vas-tu? Je suis ravie de t'accueillir. Bon, bonjour à toutes et à tous, vous allez bien? J'espère que oui. Donc mon défi aujourd'hui va être de capter votre attention pendant 5 ou 10 minutes pour vous parler de la promotion de la santé. Déjà ma collègue Christine vous a présenté le cadre global. Maintenant on va aller vraiment sur le vif du sujet, c'est concrètement comment vous allez développer ces compétences psychosociales. Donc le premier élément à garder en tête, c'est la question du rôle citoyen. Déjà, la promotion de la santé, ça nous concerne tous. Tous les jours, vous avez un rôle pour diffuser, prendre soin de soi et des autres dans un contexte de santé. Donc aujourd'hui, on va essayer de travailler sur la posture professionnelle. Je sais, ce n'est pas évident, mais dans ces cours, vous n'allez pas juste absorber des connaissances. Je sais que vous êtes forts sur ça, les étudiants de santé. J'ai été aussi à votre place. On vous donne quelques matières d'information. Vous êtes très rapide pour les absorber. Mais ça ne va pas suffire, les amis. Là, vous allez devoir aller plus loin. Et pour ça, vous allez devoir interroger votre posture. Quelle va être la clé? L'écoute. Et là, vous avez une chance incroyable. Vous êtes plusieurs. Vous allez devoir essayer d'écouter et travailler ensemble pour pouvoir améliorer vos compétences psychosociales. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Ça ne va pas suffire de travailler les compétences psychosociales des autres. Vous allez devoir commencer par travailler vos propres compétences psychosociales. C'est là où vous avez un challenge. C'est là où on va travailler aujourd'hui. Donc, imaginons une situation. Donc, Christine vous a présenté les 10 compétences psychosociales. Donc, je vous propose un jeu. Vous allez faire des petites équipes entre vous. On va prendre des post-it et on va noter sur chaque post-it une de chaque compétence psychosociale. Vous allez faire un tour de table et chacun du groupe va devoir donner les 2 compétences psychosociales plus fortes de son collègue et les 2 compétences psychosociales de progression pour votre collègue, c'est-à-dire là où il pourrait s'améliorer. Je sais, ça va être un peu difficile au début parce qu'il va falloir écouter ces informations un peu dures à digérer, mais ça va vous aider parce que ça va être un élément clé pour savoir demain comment vous allez travailler avec quelqu'un. Ça peut être par exemple un ado à qui vous allez accompagner pour améliorer finalement ses relations émotionnelles ou affectives avec son père, sa mère, ses amis, ou ça peut être aussi dans un contexte de soins, par exemple, dans le contexte de l'éducation thérapeutique. On peut l'accompagner, on peut par exemple analyser avec lui quelles sont ses attitudes favorables pour garder son état de santé, mais aussi ses points de progression pour qu'il puisse conserver cet état de santé. Mais pour cela, vous allez devoir travailler sur vous-même. Donc déjà, est-ce que vous êtes prêts et prêtes à ces premiers exercices? On se lance sur ça. On vous laisse quelques minutes pour essayer. Le premier élément à avoir en tête est l'écoute bienveillante. On dit tous qu'on peut être dans une posture de bienveillance, mais ce n'est pas vrai. Ça, il faut le savoir travailler, il faut pouvoir se faire challenger pour avoir une posture bienveillante. Il y a un principe en psychologie de base qui est qu'on dit qu'on ne peut ne pas communiquer. À chaque moment, quand on est en train d'échanger avec quelqu'un, on est en train de lui transmettre des informations que nous-mêmes, on ne maîtrise pas. Et donc pour ça, il faut travailler avec des autres qui vont repérer, qui vont voir des aspects de vous que vous ne voyez pas de vous-même. Pourquoi c'est important ça? Pour justement avoir une posture de non-jugement quand on travaille avec les autres. Et ça va être très clé pour vous. Vous allez devoir vous entraîner avec vos camarades et vos collègues avant votre intervention collective pour pouvoir le faire. Donc ça, c'est le premier exercice. Et peut-être que pour ça, je vais vous transmettre une petite anecdote de mon expérience professionnelle. Donc moi, j'étais directeur de différentes associations de prévention et j'ai accompagné des équipes de terrain à faire de la prévention. Et par exemple, il y a une association très intéressante qui s'appelle le CRIPS. Cette association, historiquement, est super forte dans une des compétences psychosociales que nous avons présentées, l'esprit critique. Pourquoi? Parce que c'est une compétence clé à l'école pour pouvoir décortiquer les contenus, pour analyser finalement décrypter les bonnes informations. Ça, c'est un point super important. Mais on peut aussi se dire qu'on peut aller plus loin, parce qu'on peut toujours progresser dans le domaine des compétences psychosociales. Qu'est-ce qu'on a fait avec cette équipe? On s'est dit, OK, on est déjà fort dans le développement de l'esprit critique,
Mais si on commence à combiner les compétences psychosociales, donc moi j'ai commencé à travailler avec cette équipe pour non seulement être fort dans l'esprit critique, mais aussi aller sur la recherche des solutions. Pourquoi? Parce que quand on les croise, ces compétences, on commence à être dans des situations un peu plus complexes. Et c'est ce qu'on a fait en fait. Cette équipe, parfois, elle était super forte pour décortiquer des informations, mais quand elle trouvait un imprévu, ça bloquait. Et donc on a essayé de travailler ensemble pour justement qu'elle puisse se permettre l'erreur, travailler aussi, de faire de cela une force, commencer à avancer et commencer à innover avec des nouvelles solutions et d'être plus créative. Voilà, ça c'est un exemple que vous allez aussi pouvoir appliquer. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez travaillé sur l'identification de vos propres compétences psychosociales, là où vous êtes fort, là où vous pouvez progresser, vous pouvez commencer à dire comment je vais mélanger ces compétences psychosociales. Vous vous rappelez, on en a 10, mais on a des grands domaines. On a des compétences plutôt cognitives, on a des compétences plutôt émotionnelles, on a des compétences interpersonnelles. Et donc, on peut commencer à faire des mix. C'est-à-dire, vous pouvez dire, sur cette intervention, allez, comment on travaille sur la dimension émotionnelle. Donc, on va les travailler toutes ces compétences ensemble. Ou comment on va travailler sur les compétences cognitives. Donc, là, vous avez un exemple concret. Par exemple, vous mélangez deux, comme je viens d'évoquer, l'esprit critique, la recherche des solutions, et vous voyez ce que ça donne. Bon, j'espère qu'avec ça, vous commencez à avoir des pistes sur comment vous pouvez préparer une intervention où vous allez cibler vos compétences psychosociales. Déjà, vous allez commencer par travailler les vôtres pour aller développer celles des personnes avec qui vous allez travailler et vous allez accompagner. N'oubliez pas votre objectif dernier, qui est que vous êtes en train d'essayer de travailler vos compétences pour développer votre posture professionnelle. Et qu'est-ce qu'on a dit comme principe des bases? Les compétences psychosociales, elles ne s'apprennent pas par cœur. C'est une question d'expérience. Vous allez devoir vous entraîner, vous exercer à cette pratique quotidienne pour pouvoir avancer, être rodé et pouvoir développer votre posture. Donc, on va laisser les bouquins pour un instant de côté. On va essayer de s'exposer aussi avec son intelligence émotionnelle, sociale, cognitive. On va les exposer devant les autres. Ça va être un peu difficile aussi d'écouter les commentaires des autres et parfois ça va faire un peu de mal. C'est normal, ça va bien se passer. Et avec cet exercice, je suis sûr que vous allez grandir professionnellement et vous allez développer une posture incroyable. Merci beaucoup et très bonne journée.